La parole est maintenant à Madame Sylvie Robert pour le groupe socialiste pour 7 minutes. Pardon, pour 9 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, chère Laure, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans la tradition des textes importants pour protéger la filière du livre, ses acteurs, et pour aussi l'adapter au monde contemporain. Alors, il y a eu des textes importants, on en a parlé tout à l'heure, la loi Langue, dont on fête cette année le 40e anniversaire, mais aussi d'autres ajustements législatifs en 2011, en 2014, lesquels ont d'ailleurs été accompagnés de la mise en place de plusieurs mesures de soutien. Néanmoins, la société a radicalement évolué sous la révolution numérique et avec elle, bien sûr, l'économie et notamment celle du livre. C'est dans cette perspective de modernisation que la loi du 8 juillet 2014 encadrant les conditions de vente à distance des livres avait été votée à l'unanimité. Rappelons-le, l'objectif était de lutter contre les pratiques des opérateurs en ligne qui proposaient, en plus de la remise autorisée de 5% sur le prix du livre, la gratuité des frais de port. Cette pratique clairement déloyale par rapport aux librairies traditionnelles mettait en péril leur viabilité à terme. En somme, la main du législateur n'a jamais tremblé lorsqu'il s'est agi de porter secours à une filière aussi menacée que vitale pour notre rayonnement culturel et nos territoires. Alors aujourd'hui, mes chers collègues, dans un contexte sanitaire et économique encore tendu, et face à l'appétit toujours croissant des grandes plateformes, il s'avérait de nouveau urgent de nous pencher sur la situation des libraires et des artistes-auteurs qui n'ont connu finalement aucune réforme structurelle depuis maintenant 10 ans. C'est dans cet esprit de protéger, de consolider l'ancrage de nos librairies, ainsi que d'accroître le soutien à nos auteurs, que nous examinons donc la proposition de loi de notre collègue Laure Darcos, dont je tiens à saluer amicalement l'engagement constant et combatif pour la filière du livre. Alors cette PPL contient 3 enjeux majeurs. Le premier est celui du soutien économique apporté à nos librairies et à la lutte contre les inégalités concurrentielles avec les grandes plateformes et tout particulièrement Amazon. Le deuxième a trait à un meilleur équilibre dans la relation contractuelle qui unit artistes, auteurs et éditeurs. Enfin, le troisième porte sur l'adaptation de notre droit en matière de collecte des œuvres numériques sur Internet. Mais la PPL propose aussi des mesures fortes pour assurer la pérennité de nos librairies. Durant la crise sanitaire, chacun a pu mesurer l'importance que les Françaises et les Français attachent à leurs librairies, ces commerces de proximité permettant d'accéder au savoir et à l'émancipation. Nous nous souvenons tous du tollé quand ils avaient été déclarés au début non essentiels. Mais ce secteur, peut-être plus qu'un autre, a été soumis à rude épreuve avec l'avènement du numérique. Pour rappel, en volume comme en valeur, Amazon, la Fnac et France Loisirs représentent environ les 3/4 des achats en ligne, tous réseaux confondus. La part de marché d'Amazon représenterait environ la moitié de ce total, soit 10% du marché du livre en France. C'est donc face à ce type de mastodonte que nos librairies indépendantes doivent lutter, et c'est pour leur donner les moyens d'affronter cette concurrence que l'article 1 de la proposition de loi a été rédigé. En effet, en l'état, Amazon profite de sa surface mondiale et de ses marges financières dans d'autres secteurs pour offrir des frais de livraison proches de zéro, allant de fait à l'encontre du principe de concurrence loyale, car il est évident, bien sûr, que nos libraires ne peuvent suivre. À ce coût économique s'ajoute également un coût social et un coût environnemental, car nous savons pertinemment aussi que le système de livraison par Amazon repose sur un approvisionnement continu des dépôts assuré par une rotation permanente des routiers. Par ailleurs, notre chambre est aussi celle des territoires, et en tant que membre de la représentation nationale, nous devons veiller à ce que nos décisions ne creusent pas davantage les inégalités. Alors si certains estimeraient que l'article 1 serait de nature à isoler nos territoires ruraux et serait susceptible de créer une inflation du prix de livre, qu'en est-il ? Sur la question des territoires, selon des données tirées du panel Kantar pour le marché du livre neuf imprimé en 2019, nous constatons que les clients établis dans les communes de moins de 2000 habitants n'ont réalisé que 12% de leur achat en valeur sur Amazon. En revanche, 20% des sommes dépensées par nos concitoyens ruraux l'ont été en librairie et autant dans les espaces culturels Leclerc. D'autre part, si 23% des sommes dépensées sur Amazon proviennent de clients établis en zone rurale, c'est toutefois moins que la proportion des clients urbains des différentes agglomérations. Ainsi, il est en effet faux d'affirmer que les espaces ruraux seraient pénalisés par l'adoption de cet article. Sur les risques d'inflation du prix du livre, là aussi, il convient de garder raison. En effet, depuis les années 2000 est observée une baisse quasi ininterrompue du prix relatif du livre,
mais il faut aussi mettre en exergue le rôle stabilisateur de la langue, qui constitue bien sûr un amortisseur. Pour conclure sur ce point, le vote de l'article 1er sera un acte fort en faveur de l'équité, mais aussi de la préservation de l'environnement, du soutien à la diversité culturelle et littéraire, et surtout du soutien aux librairies indépendantes qui maillent l'ensemble de nos territoires. Je crois que pour cela, le Sénat s'honorera à le voter. Ensuite, l'autre grande mesure de soutien à nos libraires trouve son fondement dans l'article 2, puisque ce dernier ouvre aux collectivités la possibilité d'accorder une subvention pour les librairies indépendantes dans la limite de 30% de leur chiffre d'affaires. Alors c'est vrai que ce dispositif est calqué sur celui de notre collègue Jean-Pierre Sueur, 1993, qui avait visé de la même façon finalement à subventionner partiellement les cinémas indépendants dans un souci de maillage cinématographique local. Le deuxième axe de cette PPL vise à assurer un meilleur équilibre dans la relation contractuelle qui unit artistes, auteurs et éditeurs et qui se fait encore trop souvent au détriment des premiers. Le rapport Assine, l'auteur et l'acte de la création avait d'ailleurs parfaitement identifié ces problèmes. Pour le citer, la relation qui lie l'artiste-auteur aux acteurs de l'aval, éditeurs, diffuseurs, producteurs, paraît profondément déséquilibrée, ce qui conduit, en tout cas le concernant, à mettre en cause dans de nombreux cas l'idée même de liberté contractuelle. Alors pensant qu'une publication de son œuvre est toujours souhaitable, même parfois à des conditions déraisonnables pour lui, l'auteur estime parfois qu'il n'a pas d'autre choix que d'accepter les termes du contrat. Alors pour pallier cet écueil, le rapport insiste sur la nécessité d'une transparence systématique et régulière de la part des cessionnaires de leurs droits envers les auteurs. Ainsi, l'article 3 de la PPL propose pour tendre vers cette transparence la reddition systématique et complète des comptes en cas de cessation d'activité par l'éditeur. Si cette mesure permettra à l'auteur de mieux appréhender les dynamiques économiques entourant la vente de ses livres et dans une certaine mesure de se projeter financièrement dans l'avenir, il ne s'agit que d'un premier pas, je pense, qu'il nous faudra peut-être dans l'avenir amplifier, en tout cas compléter. Enfin, le troisième axe est celui de l'adaptation de notre droit en matière de collecte des œuvres numériques sur Internet. Comme explicité dans l'exposé des motifs de la PPL, le développement du numérique est allé de pair avec une multiplication des œuvres numériques dont une part de plus en plus importante se retrouve difficile à collecter par le dépôt légal numérique, celle-ci étant publiée dans des espaces privés. L'article 5 a donc pour objet de doter les responsables de ces opérations de collectes juridiques adaptées pour leur permettre de continuer à remplir correctement leur mission. Ici aussi, nous sommes tout à fait favorables à l'objectif poursuivi, car sauvegarder pour des générations futures un exemplaire de toute la production éditoriale française, qu'elle soit de nature écrite, graphique, sonore, cinématographique, audiovisuelle, d'autant plus qu'elle élargit bien sûr nos imaginaires. Alors pour conclure, et même si je pourrais égrener beaucoup d'autres mesures très importantes et très substantielles de la proposition de loi, j'aimerais insister sur le rôle essentiel qu'a eu le livre pendant les périodes de confinement, se rappelant à notre bon souvenir qu'il est un objet finalement à part entière, dans et pour notre imaginaire, capable de nous transporter dans d'innombrables lieux, dans de multiples univers, mais capable aussi de nous faire vivre et ressentir toute la palette des émotions, capable de nous instruire, de nous faire penser et de nous élever. Alors sa défense n'est plus à faire, mais de cette loi, il en avait besoin. Vous l'aurez compris, le groupe socialiste, écologiste et républicain votera sans réserve et avec enthousiasme cette proposition de loi et nous ne pouvons que saluer le travail législatif précis et de très grande qualité réalisé par notre collègue Laure Darcos. Je vous remercie.